Ce n'est pas un laboratoire, parce que je ne fais aucune expérience. En revanche, un maire Front National, ça gère correctement une commune. Pas de laboratoire, nous ont dit les nouveaux maires FN pour se démarquer des expériences municipales ratées des années 90. Mais ont-ils vraiment rompu avec le style et les méthodes de leurs prédécesseurs? Sont-ils dans la droite ligne de leur thème de campagne? Et quels sont leurs premiers discours et mesures symboliques? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, les maires FN proches de Marine Le Pen. Avec nous 4 invités. Bonjour. Sylvain Crépon, sociologue et spécialiste du Front National, notamment du nouveau FN, auquel vous aviez consacré un ouvrage en 2012. Joseph Beauregard, documentariste. Alors vous avez vous aussi écrit et travaillé sur les proches notamment de Marine Le Pen à différentes époques. Virginie Martin, politologue, présidente du think tank Different. Vous avez suivi, vous, certaines municipalités FN dans les années 90. Alors on verra avec vous ce qui a changé ou pas. Et enfin, Clément Viktorovitch, spécialiste de rhétorique et président d'Equivox, site internet consacré au décryptage des discours politiques. On va commencer l'émission en évoquant quelques décisions symboliques de certains de ces nouveaux maires FN, à commencer par Steve Briouat, nouveau maire d'Hénin-Beaumont, très proche de Marine Le Pen. Regardez. C'est un local situé juste derrière la mairie d'Hénin-Beaumont, occupé gracieusement depuis une dizaine d'années par la Ligue des droits de l'homme. Mais l'association doit déménager, ainsi en a décidé la municipalité Front National. La LDH se voit aussi privée de sa subvention annuelle de 300 €. C'est un gros dérapage, alors que Steve Briouat avait annoncé son intention de travailler avec tout le monde, qu'il tendait la main. Manifestement, ce n'est pas le cas avec la Ligue des droits de l'homme. C'est vrai que nous ne sommes pas amis, c'est le moins qu'on puisse dire. En même temps, nous sommes amenés à traiter de questions politiques, c'est évident, mais nous le faisons de façon non politicienne. Nous ne sommes pas à la remorque d'un parti, quel qu'il soit. Bien au contraire, soutient la mairie frontiste. Pour elle, il s'agit bien d'une association politisée. Et elle s'appuie sur cet arrêt du Conseil d'État de 2002 pour stopper les subventions. Le Conseil d'État avait, dans une de ses précédentes jurisprudences, affirmé que le fait pour une association d'avoir un but politique lui interdisait toute demande de subvention ou d'attribution de local. C'est ce que vous avez entre les mains? Oui, c'est exactement ça. J'allais dire, c'est le simple respect de la loi. Je ne comprends absolument pas pourquoi on en fait une polémique. Voilà, une décision prise juste après les municipales et qui a fait du bruit, tout comme celle de Franck Briffaut, pas très loin à Villers-Cotterêts en Picardie. Regardez. Habituellement, c'est devant cette plaque à Villers-Cotterêts qu'on commémore l'abolition de l'esclavage. Mais pour la première fois depuis 7 ans, la mairie annonce qu'elle n'organisera pas l'événement. Le 10 mai prochain, du coup, seules les associations seront présentes. Le nouveau maire Front National assume pleinement sa décision. Un certain nombre de commémorations qui sont faites dans un esprit de culpabilisation, d'autoflagellation permanente, c'est vrai que nous, ça nous fatigue un peu. Et j'ai toujours dit que je ne m'associerais pas à cette démarche, ce qui évidemment ne signifie pas que j'approuve le phénomène de l'esclavage. Mais ça, personne ne le croit. Tout un symbole donc dans la ville d'Alexandre Dumas. Son père, ancien général, était lui-même né esclave à Saint-Domingue. Si la cérémonie existe depuis 2007, c'était bien justement pour lui rendre un hommage déjà considéré comme tardif. Pour l'ancien maire sortant, l'arrivée du FN est directement liée à cette annulation. On avait déjà l'image du FN qui est venu, le FN est arrivé et il balaye tout. Il balaye les symboles de ce type qui sont quand même, et qu'on peut peut-être penser que c'est raciste. Voilà, moi je le dis, parce que c'est inadmissible. Voilà, donc des registres différents, mais quand même 2 décisions symboliques qui clivent, comme on dit, et qui interrogent sur des sujets sensibles, comme les droits de l'homme ou le racisme. Alors à quoi ça correspond, Sylvain Crépon, ces premières décisions, selon vous ? Je pense que tout simplement, il faut que le Front National imprime sa marque. Je veux dire, le Front National a fait toute la campagne des municipales pour dire « nous sommes des gestionnaires ». Et donc, finalement, nous n'allons pas retourner dans les errements qui ont été ceux des années 1990. On a vu dans le teasing de l'émission. Voilà. Avec des décisions qui étaient contraires, par exemple, à l'esprit de la Constitution de la Ve République. On va y revenir, ouais. Voilà. Donc là, je veux dire, en même temps, donc, il fallait envoyer un message aux gens qui n'étaient
pas forcément susceptibles de voter Front Ça, National. c'était pas dans la campagne. Et là, Ça, sitôt c'était la élu, campagne, alors, voilà. qu'est-ce Mais qu'ils veulent là, faire? je veux dire, il faut quand même préciser que envoyer un message à ses électeurs et dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe, que c'est un nouveau parti politique qui prend la mairie et qui donc prend des décisions en fonction, malgré tout, de son affiliation idéologique. Donc, c'est des mesures assez symboliques qui restent quand même, je veux dire, assez modérées par rapport à ce qui avait été fait dans les années 1990, mais quand même, ouais. je veux dire, écarter la Ligue des droits de l'homme, c'est quand même quelque chose de symboliquement assez radical, j'ai envie de dire. Et donc, c'est aussi un moyen de dire, voilà, nous prenons possession de la mairie, nous décidons d'évacuer telle ou telle association. Surtout, les marqueurs symboliques sont tout de même excessivement forts et ils correspondent véritablement à la matrice idéologique du Front National. Moi, c'est ça qui me paraît surtout important. Et surtout, ce fantasme, si vous voulez, d'une sorte de colonisation inversée. Et là, on voit bien, on met la commémoration de l'esclavage très très loin. La Ligue des droits de l'homme qui travaille contre la question du racisme, on la jette aussi en pâture et on lui enlève ses modestes subventions et son bureau. Si vous voulez, symboliquement, c'est très important, hein. Je ne voudrais pas caricaturer déjà le Front National qui se caricature relativement bien tout seul sur ces questions, mais c'est vraiment le blanc contre la diversité. Hein. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Dans ces deux décisions, dans ces deux symboles, vous dites. Alors, vous disiez effectivement qu'il y avait une rupture par rapport à la campagne, et on va y revenir. Alors, Joseph Braugard, justement, sur cette rupture, vous aviez, vous, en tant que documentariste, suivi aussi un petit peu les débuts de la campagne. Ça vous surprend? Oui, c'est ça, exactement. Parce que je trouve qu'ils se caricaturent eux-mêmes et qu'ils se piègent finalement lui-même. Et se piéger sur la Ligue de droits de l'homme, du peu que je connais Steve Riouat, eh ben, je trouve pas que c'est la bonne décision. Il se caricature, mais à l'excès. Pour une subvention de 300 €. Mais alors pourquoi, voilà, pour un local, on voit que le local. C'est justement pourquoi, sachant que c'était pas. Nous, on a regardé les programmes. Alors, on n'était pas sur le terrain dans toutes les villes, mais c'est vrai que c'était pas des décisions qui étaient affichées dans les programmes. C'est un peu des décisions surprises. C'est-à-dire, on peut faire deux lectures finalement. La lecture de l'intérieur. La lecture de l'intérieur, lui, il dit bon, moi, j'ai un compte à régler avec eux. Je règle mon compte et finalement, ça n'aura pas beaucoup de conséquences. Dans quelques mois, ça sera oublié. Puis, il y a la lecture extérieure, notre lecture. Et notre lecture, pour moi, je me dis, c'est intriguant. Je pensais que c'était un homme assez intelligent, qui était relativement bien conseillé, qui avait une stratégie. Et finalement, il se piège lui-même. Il n'arrive pas à transcender son... Voilà, d'accord, donc vous hésitez entre le règlement de compte, finalement, ou le fait de se piéger lui-même en voulant prendre une décision, alors, symbolique, en voulant... On connaît tous l'histoire de la Ligue des droits de l'homme. Je trouve que de vouloir se payer la Ligue des droits de l'homme pour une subvention de 300 €, même s'il y a des arriérés de loyer, mais toujours pareil, c'est-à-dire il faut s'entendre. Steve Riouat nous présente un visage comme quelqu'un qui est un enfant du pays, qui va rassembler tout le monde. Bon, on sait très bien qu'il y a eu des années d'opposition. Il aurait pu être grand seigneur et se dire non, bon, écoutez... D'accord, non, il n'est pas grand seigneur, c'est ça. Alors juste un dernier mot parce qu'on va avancer puis je vais vous faire réagir sur la... Prochain extrait, oui. Oui, si on estime que les électeurs frontistes, véritablement le noyau dur ou le noyau un peu moins dur, et cette nébuleuse d'électeurs frontistes sont tout de même très, j'allais dire, très concernés par ce que moi j'ai appelé souvent le trouble civilisationnel. Là, on y est en plein entre la Ligue des droits de l'homme et la question de on ne va pas commémorer l'esclavage. Je trouve qu'on est véritablement en plein sur un message très lourd et qui généralement, tout de même, fait adhérer les gens au Front National ou en tout cas à ses idées. D'accord, même si c'était pas très présent dans la campagne, très vite. Oui. Juste très vite un mot, je pense qu'il y a, en fait, je rejoins tout à fait ce que dit Joseph, mais je pense qu'il y a aussi un message qui est envoyé à l'intérieur de son camp. D'accord. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que, je veux dire, Briouat, il apparaît au sein du Front National comme un modéré au sein du Front National, ce qui fait quelque part sa force et ce qui lui a permis de ravir la mairie d'Hénin-Beaumont, mais en même temps, il est regardé avec une certaine suspicion par certains radicaux et certains historiques du Front National. Et moi, j'émets l'hypothèse que c'est peut-être aussi un message qui est envoyé à l'intérieur de son camp, et notamment à certains radicaux de son camp, en disant « Ok, j'ai pris la mairie d'Hénin-Beaumont, je vais faire une gestion de bon père de famille, mais ne vous inquiétez pas, je fais toujours partie de la famille. » Je fais partie de la famille. Alors, on vous avait évoqué effectivement cette nouvelle génération proche de Marine Le Pen. Alors, ça fait penser à Robert Ménard, un ex-journaliste élu à Béziers, qui a annoncé lui aussi ce qu'il appelle des gestes forts. Alors, comme par exemple l'étude d'un couvre-feu pour, je cite, les enfants qui traînent la nuit dehors. Et dans un autre registre, une décision là aussi qui semble assez symbolique, celle de quitter la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée. On regarde. Le poste de président lui a échappé il y a quelques jours. Alors cette annonce, est-ce que
c'est un coup de bluff. Non, c'est pas un coup de bluff, c'est une exaspération. Depuis des semaines et des semaines, avant même notre élection à l'hôtel de ville, un certain nombre d'élus ont décidé que ce serait tout sauf Béziers. C'est inacceptable. Ma ville est de loin la ville la plus importante de l'agglomération. Elle représente à elle seule presque 70% de la population. Il est inacceptable de nous traiter comme des citoyens de deuxième catégorie. Alors il y aurait des maires légitimes et d'autres qui ne le seraient pas. Alors Joseph Beauregard, vous parliez tout à l'heure de décisions qui pouvaient ressembler un peu à des règlements de compte. Là aussi, on a l'impression qu'il y a un peu ça, avec des arguments différents. Clément Vitkorovitch, que pensez-vous de ces arguments? Les arguments sont intéressants. Ce qu'on peut dire, c'est que ici, ce que tente Robert Ménard, c'est un coup de communication, puisque finalement, sa requête avait très peu de chances d'aboutir, et de fait, elle n'a pas abouti. Mais elle lui permet de donner de l'écho national à un problème qui était local et qui n'aurait sans doute pas percé dans l'attention médiatique sans cela. Et ce problème est symbolique pour un élu Front National, puisqu'il permet de reprendre à l'échelon local une thématique présente depuis très longtemps dans le discours du Front National, qui est la thématique de la victimisation d'un Front National qui est exclu du jeu politique parce qu'ils appellent eux-mêmes l'établissement, la bande des quatre, c'était l'expression de Jean-Marie Le Pen, l'UMPS par Marine Le Pen. Donc un Front National mis au banc du débat public, mis au banc de la représentation politique. Donc vous dites que c'est surtout de la communication, là, du symbole encore? C'est de la communication parce que ça permet par un jeu d'échelle et de miroir de faire dialoguer à l'échelon local, une thématique nationale, celle de la victimisation, de l'exclusion, et ça donne évidemment du poids au discours de Marine Le Pen quand elle dit que le FN est mis au banc de la vie politique. Alors c'est intéressant, on va vous faire réagir parce que vous dites le FN, mais pourtant Robert Ménard n'est pas au FN, il est soutenu par le FN, mais aussi par d'autres partis, comme il le rappelait d'ailleurs lui-même au soir du second tour, sous le regard, amusé ou pas, vous allez nous dire, de Marine Le Pen. C'est une victoire du Front National ou c'est une victoire de Robert Ménard? Non mais écoutez, il y a 4 partis qui m'ont soutenu, dont le Front National, Debout la République, le Rassemblement pour la France, le Mouvement pour la France. Chaque parti nous a apporté quelque chose d'important. On a surtout retenu le Front National quand même. Ceci dit, aujourd'hui, oui, parce que non, c'est les médias qui ont surtout retenu le Front National, parce que c'était un moyen, une espèce de façon d'essayer de faire peur aux électeurs. Ça a peu fonctionné. Aujourd'hui, vous savez, c'est une victoire de tous les Biterrois. C'est pas une victoire de la moitié de Béziers sur l'autre moitié de Béziers. C'est pas une victoire d'un parti, c'est la victoire d'une ville, de gens. Je vous rappelle que les 3/4 des gens qui sont sur ma liste n'appartiennent à aucun parti. C'est amusant parce que donc vous dites il est typique du FN, etc. Et puis finalement, lui-même ne cessait de répéter qu'il n'était pas au FN. On a même l'impression que Marine Le Pen rit jaune. Je ne sais pas comment vous interprétez. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là? Il y a un paradoxe qu'il faut voir, c'est que la stratégie de Robert Ménard, ici, c'est une stratégie classique du Front National, celle de brouiller les étiquettes, de brouiller la labellisation. Déjà en 86, on se souvient que les élections législatives, Jean-Marie Le Pen avait présenté ses candidats, une partie d'entre eux, sous la bannière Rassemblement National et non pas Front National. D'accord, donc c'est pas un affront comme on pourrait... Parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même... Oui, en fait, il y a quand même un petit jeu avec Marine Le Pen, du moins c'est ce qui peut paraître sur ce plateau. La stratégie est classique, elle permet de brouiller les étiquettes. En revanche, c'est le degré auquel elle est utilisée qui semble poser davantage de problèmes. On voit qu'ici, au soir de la victoire, alors que Ménard est élu, il semble effectivement s'approprier en grande partie la victoire sur ses mérites personnels et rejeter un peu très loin de lui... C'est moi qui suis fort, c'est pas l'étiquette FN. Il rejette très loin de lui le Front National, peut-être un peu trop d'ailleurs aux yeux de Marine Le Pen. Si on regarde son langage corporel, elle a un sourire figé, un regard de biais, des traits un peu tirés, et il semblerait qu'effectivement elle n'apprécie que moyennement cette revendication très personnelle. Alors après, est-ce qu'on peut dire que là aussi, il cherche à envoyer un message à l'intérieur, lui aussi, du FN, en prenant cette décision, après, très typique, comme on vient de le dire, du FN? Oui, absolument, mais c'est un peu la même chose, si vous voulez, qui s'est passé avec Gilbert Collard. C'est tout le paradoxe de ce rassemblement bleu marine qui a été constitué pour essayer d'intégrer des candidats qui ne voulaient pas rentrer directement dans le Front National et pouvoir établir des têtes de pont. Et on se rend compte finalement que le Front National a peut-être été instrumentalisé par ces gens-là. Et je sais que par exemple au sein du Front National... Le FN instrumentalisé par ces gens? Oui, absolument. Ah, oui. Je sais qu'au Front National, beaucoup de gens se méfient de Gilbert Collard en disant que c'est quelqu'un d'incontrôlable, qui est absolument pas fidèle en politique. Et certains le voient d'ici quelques mois, quelques années, voler vers d'autres horizons politiques. Et c'est un peu ce qui se joue là avec Robert Ménard. Voilà. Alors là, on peut se poser
poser la question, est-ce que c'est pas ce qui va se jouer avec Robert Ménard et que dès lors que... Je suis FN quand ça m'arrange et puis sinon... Mais on regarde ce qui s'est passé par exemple à Orange avec Bompard. Bompard a eu l'étiquette FN et il a ravi la mairie d'Orange avec l'étiquette FN. Et dès lors qu'il a été en conflit avec Jean-Marie Le Pen, il s'est retiré du Front National, mais il a continué à être élu maire d'Orange et même député. Donc ça peut être un tremplin au départ et ensuite on quitte le Front National, mais ça permet de continuer à faire carrière. Vous tendez la perche là, en allant sur Orange, parce que justement le prochain extrait concerne Orange, mais je voyais que vous vouliez réagir un mot peut-être sur Robert Ménard. Oui, et puis ce qui me frappe, c'est qu'il cherche à produire du consensus. Il dit c'est pas une victoire d'un clan sur un autre. Et qu'en rappelant qu'ils sont 4, finalement, qu'est-ce qu'il lui dit à Marine Le Pen? Je ne te dois rien. Et il s'émancipe le soir de la victoire, il reprend sa liberté, parce qu'il sait quand même que ça hypothèque les 5-6 années qui sont devant lui, et qu'il a besoin de cette liberté pour gérer Béziers comme il l'entend. Même s'il prend finalement des décisions pour le coup dans la ligne FN. Bien sûr. D'accord. Alors vous parliez donc d'Orange, dont le maire a été élu avec l'étiquette FN, mais qui n'est plus FN. Il faut dire qu'il avait été élu à l'époque avec le maire de Marignane, Toulon, Vitrolles ou Orange, donc dans les années 90. Ces expériences municipales décriées des années 90. Alors en regardant les archives, on s'est demandé si les décisions des maires d'aujourd'hui ressemblaient ou se démarquaient de celles de ces maires des années 90. On a trouvé quelques exemples. On commence justement par la ville d'Orange. Regardez, c'est juste après l'élection de 95. Premier acte, le nouveau maire Front National, Jacques Bompard, annonce dès le lendemain de son élection son intention de reprendre en main les manifestations culturelles que sa ville abrite, au premier rang desquelles les Chorégies d'Orange. Et le nouvel élu de réclamer sa nomination à la tête du prestigieux festival d'opéra, en des termes plus militaires que lyriques. Si l'État décidait d'envoyer des parachutistes conquérir le théâtre antique, je n'enverrai pas ma police municipale m'y opposer. Je me contenterai de faire appel à l'ONU. Prévisible deuxième acte, l'État, en la personne du ministre de la Culture, s'oppose fermement à cette tentative de mainmise politicienne sur le festival d'opéra. Mais le maire Front National persiste et signera finalement en septembre dernier la suppression pure et simple de la subvention municipale d'un montant d'1 million de francs. C'est la première faute que commet un maire du Front National depuis 4 mois, depuis les élections municipales. Les gens peuvent croire que ça ne va pas toucher leur vie quotidienne. Moi je dis au contraire que c'est très symbolique et que c'est très grave. Alors, était-ce une faute ou pas? On le verra. En tout cas, là encore, une association qui perd sa subvention, tout comme à Marignane, là aussi une archive de 1995. Le rideau est tiré, il le restera tout au long de l'hiver. Les restaurants du cœur ne pourront pas ouvrir à Marignane. Ce local est mis à leur disposition par la ville, mais pas question pour le maire d'engager des travaux ou de mettre à disposition 2 fois par semaine un véhicule et des agents municipaux. Mesure d'économie oblige. Il y a à Marignane un centre communal d'aide sociale qui fait un très gros travail. C'est vrai qu'il y a effectivement les Restos du Cœur qui ont fait du bon travail aussi depuis au moins 2 ans, mais malheureusement, les économies, il faut les trouver là où il est possible de les trouver. Voilà, on n'est pas contre les Restos du Cœur, mais il faut bien faire des économies. Alors le discours n'est pas le même que dans d'autres cas qu'on a vus précédemment, mais enfin quand même, hein, c'est un peu toujours la même histoire d'associations qui perdent leurs subventions. Du coup, on s'est interrogé, est-ce que finalement il y a tant de différences que ça entre les exemples qu'on a vus au début de l'émission sur les municipalités actuelles et ces expériences de 95? Il y a quand même des points communs, non, Virginie Martin? Je trouve en définitive que les points sont communs. En effet, et assez rapidement en plus. On a vu quelques exemples tout à l'heure. Et finalement, très rapidement, on est un peu sur les mêmes logiques d'aller vers tel choix plutôt que tel autre, avec évidemment une charge politique très forte, parce que tout ça, évidemment, est quand même excessivement symbolique et politique. Et cette année, on voit aussi à peu près les mêmes choses que ce qu'on a vu dès 95. Alors, à Toulon, ce qu'il y avait aussi, c'est assez marrant sur la question de la fraternité et de la charité, on va dire, hein, pour employer aussi ce terme qui est cher au Front National et à leur matrice. Ils avaient aussi enlevé des grandes subventions au Secours populaire. Ils avaient privilégié leur association qui s'appelle Fraternité française et qui était gérée par Eliane Delabrosse et qui faisait alors là discrètement une sorte de préférence nationale, mais relativement discrète. Donc je trouve qu'on est un peu dans les mêmes dynamiques, alors qu'on s'y attendait peut-être un peu moins, compte tenu de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la campagne, en fait. La volonté de rompre avec 95, avec ces expériences. Mais alors pourquoi finalement on retrouve ces points communs, notamment cette constante sur les associations? C'est vrai que quand on voit les images, les parallèles sont étonnants quand même, non?
Oui, les parallèles sont étonnants, mais ce qu'il faut voir quand même, c'est que lorsqu'il y a un changement de mairie, un changement de majorité, on coupe toujours les subventions. On coupe les subventions à telle ou telle association et on en donne à d'autres. Ce qu'il y a avec le Front National, c'est que la symbolique est complètement différente. Je veux dire, c'est des associations comme la Ligue des droits de l'homme, comme les Restos du Cœur, comme le Secours populaire, qui font l'unanimité. Normalement chez les autres, c'est des choses qui, franchement, personne ne va s'opposer à ce type d'association. Et là, peut-être, effectivement, on a parlé de fautes politiques. Effectivement, c'est peut-être les premières fautes politiques du Front National. Alors je pense que l'éco-régie, c'est quelque chose de différent, parce que l'éco-régie, c'était conçu comme quelque chose de très élitiste. Bompard disait c'est un public parisien qui vient orange, bon, on en a un peu à tirer. Voilà, mais il avait joué l'élite contre le peuple là-dessus avec un discours populiste, donc effectivement ça avait peut-être C'était peut-être pas une erreur, enfin politiquement on va dire et localement. Ça avait peut-être moins d'impact, et d'ailleurs Bompard est toujours en place, donc on peut dire que stratégiquement c'était peut-être pas aussi une faute que ça. D'accord, vous disiez c'est pas une erreur, c'est une erreur si... Non, moi je pense que c'est pas une erreur compte tenu stratégiquement on entend. Oui, stratégiquement en termes de communication politique, de communication symbolique. Enfin, je trouve que ce n'est pas une erreur puisque de toute façon, tout de même, les gens qui votent pour ce parti-là ou pour leur apparenté, de toute façon, c'est aussi ce qu'ils attendent à un moment donné, c'est-à-dire que la matrice idéologique soit un peu mise en place. Évidemment cette année, et ça va être très important pour eux, avec une gestion efficace et avec une preuve de compétence. Avec les nouvelles, les nouveaux ingrédients sur lesquels on viendra. Joseph Beauregard, un petit mot. Ce qui me frappe encore, c'est de flatter le ressentiment dans les deux cas. C'est-à-dire que les classes populaires, elles peuvent avoir une défiance à l'égard de la grande bourgeoisie. Ils ont des loisirs, des plaisirs. Les co-régies d'Orange. Voilà. Et nous, on en bave. Et dans le deuxième cas, là, l'argument économique est particulièrement fallacieux et détestable à entendre, parce que c'est des sommes dérisoires et d'avancer comme ça, voilà. Et ce qui me frappe, c'est systématiquement ce goût pour la provocation, pour flatter le ressentiment de leurs électeurs. Et c'est là où moi je pense qu'ils se piègent, parce que justement, il faudrait qu'ils donnent autre chose à ce moment-là. Qu'ils dépassent. Exactement. Et comme ils n'y parviennent pas, on va dire que c'est une chance pour leurs opposants politiques. Voilà. Exactement. Ils se piègent avec ces ressentiments. Alors, on a évoqué les points communs. On va en venir maintenant aux différences. Il y en a une de taille. Fin des années 90, les maires FN avaient décidé d'appliquer la fameuse préférence nationale. Exemple à Vitrolles, une des villes à être allée le plus loin en la matière. Une mesure sans précédent sous la Ve République. Pour Bruno Maigret, ce qui est annoncé aujourd'hui est tout simplement historique. L'allocation municipale de naissance de 5 000 francs sera versée exclusivement aux parents français ou européens. Une première mesure de préférence nationale pour la mairie de Vitrolles, compatible avec la Constitution, selon Bruno Maigret. La Constitution prévoit la préférence nationale, par exemple pour le droit de vote, par exemple pour l'emploi réservé aux Français dans la fonction publique, ou par exemple autrefois pour le service militaire. Une mesure soumise à deux conditions. L'un des deux parents doit avoir la nationalité française ou d'un pays membre de la communauté européenne et vivre à Vitrolles depuis au moins 2 ans. Alors, l'expérience n'a pas duré, mais ces tentatives étaient encore très présentes sur le terrain, dans les échanges entre les candidats frontistes et les passants lors de cette dernière campagne. Exemple avec Florian Philippot, bras droit de Marine Le Pen, candidat à Forbach en Moselle, qui demandait qu'on donne quand même une seconde chance au FN. C'est l'extrait d'un documentaire qui sera bientôt diffusé sur Public Sénat. Quand on nous dit c'est facile d'être dans l'opposition, oui vous avez raison, c'est plus facile d'être dans l'opposition. Donc rendez-nous la tâche plus difficile, mettez-nous dans la majorité et au pouvoir. Et là on vous montrera de ce dont on est capable. Mais on ne se débarrasse pas si facilement de son histoire. Un habitant vient rappeler au candidat les villes que dirigea autrefois son parti. Expérience marquée par la corruption et la violence. Maintenant, on tient compte des erreurs du passé. Voilà. Alors, c'est plus le même front. Vous savez, les responsables à Toulon, etc., il n'y en a plus un qui est dans les organes dirigeants du front aujourd'hui, plus un. Maintenant, sur Forbach, qu'est-ce que vous avez prévu pour assainir les comptes? 72% du fonctionnement. Eh bien, on va faire des économies sur certaines dépenses, certains gaspillages. Par exemple, des associations communautaristes qui seront plus subventionnées. Voilà. Voilà, et on retrouve les fameuses subventions aux associations avec ce petit geste d'ailleurs. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Vous n'êtes pas spécialiste de la gestuelle, mais de la rhétorique. Vous avez peut-être une explication et une interprétation concernant cette réponse. Oui, c'est intéressant parce qu'ici, Florian Philippot est mis dans l'embarras. Il est assailli de questions
par un habitant. Et ce qui est très intéressant, c'est que... Il est embarrassé là. Il est embarrassé, oui, c'est très net, c'est très net. L'allocution adverbiale, voilà, conclusive, avec le regard fuyant vers le haut, il est embarrassé, c'est très net. Et mis dans l'embarras, il se réfugie sur ce qui est l'un des thèmes de campagne du Front National depuis maintenant 2007, la lutte contre le communautarisme, qui passe en l'occurrence par la suppression des subventions à certaines associations. Alors pourquoi c'est malin? Pourquoi c'est intelligent argumentativement? Parce que derrière le communautarisme, en réalité, il y a la défense d'une valeur, la laïcité. Oui, qui est un des thèmes effectivement très très présent dans les discours de Marine Le Pen et même de Jean-Marie Le Pen en 2007. Exactement, la laïcité serait mise en danger par certains communautarismes. Sauf que quand on regarde dans les discours des leaders frontistes, en fait, c'est toujours le même communautarisme qui pose problème, la même religion, ça ne surprendra personne, il s'agit de l'islam. Donc, que permet cette référence au communautarisme? Ça permet aux candidats Front National d'exploiter les sentiments xénophobes sur lesquels ils ont toujours joué, mais en se réfugiant derrière une valeur républicaine, la laïcité. Et autant on peut taxer de racisme ou de discours exclusionnaire un candidat frontiste qui taperait très fort sur l'immigration, autant c'est beaucoup plus dur de le faire quand il prétend défendre la laïcité, une valeur républicaine. D'accord, donc on lui pose une question très très concrète sur comment il va gérer la ville et hop, il ressort effectivement cet argument très présent. Avec quand même la question, parce que là, on tourne un peu autour de cette question de la fameuse préférence nationale, hein, qui était très présente en 95-98 notamment, qui a disparu après, mais la question que ça pose, c'est est-ce qu'elle reste pas un peu un argument en filigrane, en subliminal? Joseph Beauregard, je me souviens qu'on en avait parlé au début de la campagne et que vous disiez que c'était quand même quelque chose d'assez présent. Oui, ils le font comprendre. Peut-être que là où il y a eu une rupture, c'est qu'on ne l'exprime plus, mais on le fait comprendre de manière subliminale. Et après, ce qui me frappe aussi, c'est comment il nous défie. Parce qu'il dit, mais vous avez qu'à nous mettre aux affaires, vous allez voir comment on va vous gérer le truc. Parce que son mouvement là, c'est je vais vous gérer le truc, moi. Voilà, tac, tac, c'est ça, tac. je vais vous le gérer. Un petit mot, puis on va continuer sur la préférence nationale. Sur la question des associations communautaristes, c'est ce que vous disiez à propos de la laïcité, qui est un thème que le FN s'est vraiment emparé récemment. C'est très embêtant parce que ça met en fait mal à peu près tous les partis politiques qui ont de toute façon ce discours, absolument tous, à la fois sur la question communautariste et les dérives communautaristes, et à la fois sur la réponse laïque. Et ça, c'est véritablement là une impasse idéologique et politique à laquelle on est en train d'assister depuis quelques années. Mais alors, on y reviendra un peu plus tard parce que justement et curieusement, ce thème n'a pas forcément été si présent que ça dans la campagne municipale, mais on va y revenir. On va terminer sur la question de la préférence nationale. Je vais vous faire réagir, mais juste après avoir écouté la position actuelle du FN sur ce sujet de la préférence nationale, c'est à l'occasion d'une interview radio de Louis Alliot, vice-président du FN et candidat à Perpignan. Alors la préférence nationale, Marine Le Pen en a parlé lors du meeting qu'elle a tenu il y a 2 jours. Elle a expliqué que les maires devraient exercer une pression sur l'État pour avoir des compensations financières égales au coût avéré de l'immigration clandestine. Comment on mesure le coût avéré de l'immigration dans une ville ? C'est-à-dire que, en général, l'immigration clandestine, elle se mesure aux logements qui sont occupés par des clandestins, aux aides sociales diverses et variées, qui sont payées par les mairies, quelquefois, ou les conseils généraux. Et je pense que les collectivités aujourd'hui sont tellement endettées et n'ont tellement plus les moyens de faire face que l'État doit prendre ses responsabilités, parce que c'est la responsabilité de l'État que d'éviter ou d'arrêter l'immigration clandestine, et que ce n'est pas normal que ce soit les collectivités qui prennent en charge les dérives des carences de l'État. Voilà, là encore, on se retourne vers l'État. Sylvain Crépon, que pensez-vous de la manière dont ce thème, justement, de la préférence nationale a été traité? Est-ce que vous pouvez dire qu'il est évacué, là, que finalement, le FN n'a plus envie d'en parler, ou qu'au contraire, il est quand même évoqué à travers cette manière de se retourner vers l'État, le fait de dire, bon, c'est pas nous, on ne peut pas gérer au niveau des municipalités, donc on va se retourner vers l'État? Il est parfaitement évoqué, mais comme le disait Joseph Beauregard tout à l'heure, il est dissimulé. Il faut bien se souvenir que lorsque Bruno Maigret a essayé d'appliquer la préférence nationale à Vitrolles dans les années 1990, c'est-à-dire l'octroi d'une prime pour tout enfant français ou européen né sur le sol de la commune, ça avait été retoqué par le tribunal administratif parce que considéré comme contraire aux valeurs de la Constitution, de la valeur de la République. Donc ça montrait le Front National sous un joug républicain. Du point de vue de la communication, ça avait été absolument désastreux. Donc là,
le Front National a très bien retenu la leçon. D'accord, anti-républicain, voilà. Et maintenant, il veut être républicain. Voilà, maintenant, il veut se montrer sous un jour républicain. Donc, ça avait montré le Front National à l'époque, effectivement, sous un jour anti-républicain. Donc, c'est vraiment de la stratégie. C'est-à-dire que le fond idéologique n'a pas vraiment changé. Et lorsqu'on interroge les cadres du Front National, tous disaient 95, ça n'a pas été une erreur idéologique, ça a été une erreur stratégique. C'est-à-dire l'octroi de cette prime, ça a été une erreur stratégique. Donc, maintenant, c'est des messages qui sont envoyés de façon un peu subliminale. Donc, la préférence nationale, on va y aller, mais par des biais détournés. Donc, on va supprimer les allocations à telle association dit communautariste. Encore, il faudrait dire quelle association est considérée comme communautariste. Puisque, par exemple, pour des gens du Front National, la Ligue des droits de l'homme est une association communautariste. Bon, peut-être que notre définition serait peut-être un peu différente. Mais voilà, c'est par rapport à des positionnements et en jouant une partie de la population contre une autre partie de la population, et une partie qui n'aurait peut-être pas les bonnes origines, qui serait considérée comme musulmane et qui donc serait peut-être moins française que les autres, c'est par ce biais-là que le Front National essaye de rétablir, alors ce qui a été rebaptisé maintenant la priorité nationale. Oui, qui n'est plus préférence nationale, priorité. Au niveau local, mais surtout pas de façon officielle, surtout pas avec des prises de décision comme ça qui seraient susceptibles de mobiliser, en dehors du camp républicain, les mettre en tout cas en porte-à-faux avec les valeurs institutionnelles. Ce qui est intéressant aussi, parce que là on a évoqué ce thème, on a eu du mal à trouver en préparant l'émission des extraits où cette question était évoquée, parce que ça a été quand même peu traité. On a beaucoup parlé effectivement de la bonne gestion en père de famille, etc., mais beaucoup moins de ces thèmes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres thèmes qui ont été présents, semble-t-il, de façon plus discrète et subliminale, du moins dans les médias. Ce fut le cas justement, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, du thème ultra sensible de l'islam à travers les constructions de mosquées. Regardez à ce propos l'extrait d'un reportage diffusé sur Canal+, juste avant l'élection et tourné pendant la campagne à Fréjus. Pour créer la surprise et déstabiliser la droite, le candidat FN a trouvé son thème de campagne. La prochaine construction d'une mosquée à la Gabelle. La future mosquée sera capable d'accueillir 2000 croyants. Il n'y aura aucun financement public. Ah ben voilà, notre future mosquée, elle est là. La mosquée de Fréjus, Inch'Allah. Sur son site internet, le candidat FN communique beaucoup sur la mosquée. Visuel qui laisse penser qu'elle sera construite sur la plage, ce qui est faux, et slogan qui imite l'alphabet arabe. Mosquée de Fréjus, oui ou non? À chaque conseil municipal, le candidat FN en remet une couche. Vous avez caché la mosquée aux Fréjusiens. Vous avez caché la mosquée aux Fréjusiens alors que vous étiez au courant. Vous avez ruiné la ville, venez pas me donner des leçons. Vous avez fait votre temps. Il faut que vous partiez maintenant. Et ça va venir, vous inquiétez pas. On arrive. Vous avez fait ce reportage, cette histoire de mosquée en fait. Donc au début, il en a beaucoup parlé. Et puis après, il s'est calmé, quoi, c'est ça? Il s'est calmé. Après, il a fait la campagne de notable que tous les élus, comme M. Alliot, d'ailleurs, à Perpignan, a fait sur la fin de la campagne. Voilà, alors plus que subliminal, finalement, c'est un thème très présent au début et qui, peu à peu, nous dit le journaliste, disparaît de la campagne. Quant à Louis Alliot, présent sur le plateau, écoutez sa réaction. On a géré un bon père de famille toutes ces mairies en essayant de corriger un certain nombre d'erreurs qui ont été faites par les autres. En même temps, c'est les problèmes qui commencent maintenant pour le Front National. Parce que parler fiscalité et parler insécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire baisser les impôts dans ces villes et augmenter les effectifs de la police municipale. Ça veut dire déjà ne pas les augmenter, ce qui est déjà pas mal dans ces villes-là. Mais on fait comment, M. Alliot Des économies. Des économies sur quoi, M. Alliot? Surtout, écoutez, vous allez être confronté maintenant au même problème que tous les autres élus, et c'est ça qui va être intéressant. Le problème, c'est que vous ne relevez pas assez les dérives des mairies qui ont été gérées par les autres. Donc ce sera quoi la gestion FN des mairies? Même se mettre quoi? Qu'est-ce que c'est une mairie FN en fait? C'est ça qu'on veut savoir maintenant. C'est juste une bonne gestion? Vous venez de passer 6 mois avec nous. Je pense que vous allez continuer, mais vous verrez bien. Donc vous-même, vous ne savez pas vraiment? Écoutez, moi je ne vis pas à Fréjus, mais je suis persuadé que David et avec les gens qui leur autour arriveront à rétablir la situation. Non, mais il a raison, c'est quoi la recette alors? Vous verrez. Des économies surtout, vous verrez bien. Alors quand on regarde l'élection, on a l'impression qu'il est un peu embarrassé, qu'il a du mal à répondre, du moins à convaincre en tout cas les invités présents sur ce plateau. Et pourtant on a l'impression qu'il s'en fiche un peu finalement, qu'il ne cherche pas particulièrement à étayer sa réponse. Du moins c'est l'impression qu'on a eue en regardant cet extrait. Comment vous l'expliquez, Clément Viktorovitch? Est-ce que vous diriez vous aussi qu'il a du mal à s'expliquer sur ce sujet? Je ne sais pas s'il a du mal à s'expliquer ou s'il en est incapable. S'il s'en fiche, on dirait qu'il s'en fiche complètement d'en être capable ou pas, non? Je ne suis pas sûr qu'il
qu'il s'en fiche. C'est quand même embarrassant ce qui lui arrive à ce moment-là. C'est tout de même embarrassant. Ce qu'on voit ici, c'est que finalement, les masques et la rhétorique du Front National tendent facilement à se déliter dès lors qu'on les place face à leurs contradictions. En fait, c'est quand même pas compliqué d'avoir réfléchi à des arguments de campagne. Et on dit, on va faire gérer en bon père de famille, de ne pas être embarrassé sur un plateau, non? Ça aurait dû l'être, mais en l'occurrence, ce que fait le journaliste, et il fait ça très bien, c'est dire, bon, vous voulez baisser les impôts et en même temps augmenter les effectifs de la police. Comment vous faites ça en même temps? Oui, c'est quand même la question de base qui se pose. Ce qui est intéressant, c'est que face à cette question, la rhétorique de Louis Alliot, c'est une rhétorique très particulière. Elle est faite de projection dans l'avenir. Voilà. Vous inquiétez pas, ma bonne dame, vous verrez bien, tout va très bien se passer. Elle est faite de métaphores simplificatrices, une gestion en bon père de famille. Elle est faite de formules euphémisantes, la gestion rationnelle des deniers publics, ce qui rappelle une formule qu'avait d'ailleurs employée en leur temps François Fillon et Christine Lagarde. Tous ces procédés-là sont des procédés qui sont très connus dans l'argumentation pour permettre de ne pas répondre à une question posée. Ne pas répondre à une question posée, c'est l'une des définitions de ce qu'on appelle couramment la langue de bois. D'accord, oui, c'est de la langue de bois. Et puis c'est faites-nous confiance. Alors Sylvain Crépon, est-ce qu'il s'y prend mieux qu'il en a l'air? Et puis Joseph Beauregard aussi sur cet extrait. Puis après on viendra sur justement l'évolution des thématiques de campagne. Mais d'abord sur Louis Alliot en plateau. Moi je dirais deux choses. Premièrement, il fait ce que font beaucoup d'autres élus et d'autres bords politiques. Manier la langue de bois, il n'y a pas que le Front National qui manie la langue de bois. D'autre part, il y a quand même quelque chose qui est intéressant. Et là-dessus, c'est quand même sur un sujet central qui est quand même l'articulation de leur programme municipal. Vous avez raison, mais là-dessus, Louis Alliot, quelque part, il a raison, et David Rachlin aussi. C'est-à-dire que là où le Front National a progressé dans certaines municipalités, c'est des municipalités, et il faut le dire, qui ont été très mal gérées. Hénin-Beaumont, Fréjus, Perpignan, même si Louis Alliot n'a pas pris la mairie, c'est des mairies qui ont une gestion désastreuse, calamiteuse. D'accord, donc ça parle aux électeurs de dire on va gérer en bon père de famille. Bien sûr, mais qui sont surendettés. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Front National, comme disait le politologue Pascal Perrineau, c'est un symptôme. C'est-à-dire c'est un symptôme des insuffisances et des dérives de notre démocratie. Et que, je veux dire, s'intéresser à l'essor du Front National, c'est aussi s'intéresser aux manquements, aux failles qui sont connues. Des municipalités en place. Des municipalités donc c'est au pas niveau un si local. mauvais thème que ça, localement. C'est pas forcément un si mauvais thème que ça, parce que ce que dit David Rachlin, par exemple, à Fréjus, on dit, mais attendez, vous êtes incapable, vous n'avez pas de culture de gouvernement. Ou ce que dit Steve Briouat à Hénin-Beaumont, pareil, on dit, vous n'avez pas de culture de gouvernement, vous n'allez pas savoir gérer. Ils disent, mais regardez où sont les finances de la ville. Regardez ce qu'ont fait les élus, soit socialistes, soit de droite auparavant. Vous voyez bien que c'est catastrophique. On ne fera pas pire. Et c'est ce que disent d'ailleurs. Donc il faut habiter Fréjus pour comprendre. C'est ce que disent d'ailleurs certains électeurs. Certains électeurs disent, par exemple, à Hénin-Beaumont, moi j'en ai interviewé beaucoup, pas forcément du Front National, ils disent de toute façon, le Front National ne fera pas pire que ce qui a été fait. C'est pas faire mieux, c'est pas faire pire. Ça, à mon avis, c'est quelque chose de très important. D'accord. Donc finalement, il s'en sort pas si mal que ça sur ce plateau. C'est ce qu'on, du moins, si on est concerné par ce que vous dites, par ces villes et qu'on a vécu dans ces villes mal gérées où on dit finalement le but n'est pas de faire mieux, c'est de pas faire pire. Et sur l'évolution des thématiques, là aussi ce qu'on voit dans le reportage et sur le plateau, c'est qu'en fait il y a cette thématique des mosquées, de la mosquée très présente au début de la campagne et puis qui disparaît peu à peu. Alors est-ce que ça vous semble être un cas typique de Fréjus ou alors une évolution des thèmes de campagne plus on s'avance vers la campagne, plus il faut produire du consensus notable. D'ailleurs, j'ai relevé le mot de notable. D'un côté, on dénonce l'UMPS et d'un autre côté, on va faire une campagne de notable. On s'habille comme... pas dans sa bouche, c'est dans la bouche du journaliste. Non, mais c'est quand même ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils s'habillent comme les autres. Et encore une fois, c'est pas un procès d'intention, mais ils incarnent aussi une forme de notabilité. D'accord, donc ils ont clivé au début, rassemblé à la fin. On est d'accord sur les fondements et puis après, on y va plus. On rassemble et après, on reclive ce qu'on a vu au début de l'émission. Et justement, sur les thèmes, Virginie Martin, sur l'évolution, justement. Je vais revenir peut-être sur la question aussi démocratique, parce qu'on a parlé de mauvaise gestion ici ou là, mais ce qu'il y a aussi dans ce que dit Michel Alliot qui est assez intéressant, Louis Alliot, pardon, qui est assez intéressant, c'est aussi en creux, il parle des affaires qui sont tout de même à la fois nationales et locales excessivement médiatisées et tout à fait connues de tout le monde. Et ça, ce sont des thématiques très fortes et qui, là, dépassent l'idéologie frontiste classique et donc qui séduit beaucoup. Ça rejoint le bon père de famille de la fin. On va sur des thèmes plus larges après avoir justement clivé au début. Donc c'est une vraie stratégie, c'est pas une réorientation de campagne. Moi, je crois qu'il y a eu 2 campagnes lors des municipales au sein du Front National. C'est-à-dire qu'il y avait une campagne qui avait été faite dans les villes, au niveau des municipales. C'est-à-dire qu'il y avait une campagne qui était faite par des gens qui étaient
susceptibles d'être élus, qui avaient une chance d'être élus. Et eux, ils ont vraiment joué la carte de la notabilisation, de la gestion en bon père de famille, comme dit Louis Alliot. Et c'est eux qui, au fur et à mesure, vont s'engager dans la campagne, réfréner en quelque sorte toute la dimension idéologique propre au Front National. Et puis, il y avait les mairies... Les affiches, mosquées sur la plage, etc. Voilà, exactement. Tout ça, ça a progressivement disparu. Et puis, vous aviez les candidats du Front National qui, eux, savaient très bien qu'ils ne seraient pas élus et que voilà, le rapport de force était trop en leur défaveur pour qu'ils aient une quelconque chance. Et c'est eux qui, davantage, ont appuyé sur le registre idéologique. Et en fait, ce discours de la radicalité, ça a un peu échappé aux médias parce que les médias étaient surtout présents dans les endroits où le Front National était susceptible de ravir les mairies. Mais ailleurs, pour avoir suivi quelques candidats ici ou là, on a vraiment eu des relents qui faisaient appel au fond idéologique du Front National sur les registres de l'immigration. Moins présent dans les médias. Et alors, pour terminer, je vais vous faire agir, mais parce que vous parliez de ce qui a pu échapper aux médias, il y a un autre thème sur lequel le FN a pas mal fait campagne, mais qui a peut-être été moins présent dans les médias, qui est un peu passé inaperçu. Vous allez le repérer dans ce petit montage, regardez. La sécurité, avec une police municipale réorganisée, avec un dispositif 24 heures sur 24 et ensuite un dispositif de mise en place de la vidéoprotection dans les quartiers. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, le développement du commerce local et également la création de nouvelles fêtes pour la commune. Ce quartier, comment on va faire revenir des commerces de proximité? Il y a, je sais pas, 3 000 à 4 000 habitations qui sont vides dans le cœur de ville où on est là. Comment on change ça? Le candidat FN a pour projet de redynamiser le centre-ville, malgré la création dans les prochains mois d'un immense centre commercial de 29 000 m² à Far-Ebersviller, à moins de 10 km du centre de Forbach. Nous sommes contre l'idée et la perspective qu'on donnerait tout aux grandes surfaces, voire aux hyper-surfaces comme ce projet, et au détriment des centres-villes et des commerces de centre-ville. Voilà, la défense des centres-villes, du commerce de proximité, contre la grande distribution, le périurbain, ça a été peu évoqué dans les médias et pourtant on a l'impression, à voir ces reportages, ça a été un thème très présent qui a peut-être joué d'ailleurs un rôle a posteriori assez important dans la campagne. Joseph Beauregard, vous qui l'aviez un petit peu suivi. Oui, pour le coup, je trouve que la question elle est vraiment légitime parce que quand on est dans ces villes, on est quand même soufflé, heurté par ces centres-villes qui se sont étiolés, ces rues commerçantes où il n'y a plus que des rideaux tirés, tout ça. Donc là, ils ont joué sur quelque chose de fondé, quelque part. Qui a envie de vivre dans une ville où il n'y a plus de centre-ville, où le samedi après-midi, pour se retrouver, il faut aller au centre commercial. Ils ont joué aussi sur... Il y a des gens qui ont bâti un commerce, ils ont envie de le transmettre à leurs enfants et il ne vaut plus rien. Donc il y a vraiment... Là, pour le coup... Cette angoisse des villes qui meurent. Oui, c'est ça, des centres-villes. Des centres-villes voilà. qui meurent, ouais. Ouais, mais justement, du coup, ça pose la question, effectivement, des vrais thèmes, parce que c'est vrai que ce thème, on l'a vu comme ça, un peu au coup par coup dans les reportages, ça n'a pas été un thème central de la campagne, et pas dans les autres parties non plus. Du coup, ça pose la question, quels ont été, puisqu'on a balayé pas mal de sujets, pas mal de thématiques pendant l'émission, finalement, quels ont été les thèmes qui ont vraiment été les thèmes phares, hein, vous en avez évoqué certains, les deux campagnes. Est-ce que cette thématique a vraiment joué un rôle? Et puis comment faire la synthèse entre ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire ces décisions un peu polémiques, et puis ces thèmes justement peut-être très concernants et fédérateurs qui ont été développés pendant la campagne? Mais je pense que même si certains élus frontistes n'ont pas fait campagne sur ces thématiques, elles ont été au centre de la campagne. Il faut voir toutes les villes où le Front National fait des scores importants. C'est des centres-villes, pour la plupart, où le centre-ville est sinistré. Dire sinistré, si on prend Hénin-Beaumont, si on prend Perpignan, c'est un peu différent, mais je veux dire, il y a cette problématique, notamment en milieu périurbain. Je pense, il y a le géographe Gilles Fumet qui a fait une petite étude qui montre, par exemple, que lorsque les villes renoncent au commerce de proximité au bénéfice d'une grande surface à la périphérie de la ville, mécaniquement, quasiment, ça fait augmenter le score du Front National. Ah oui, parce qu'il n'y a plus de ressort de l'humain, il n'y a plus de ressort, il n'y a plus de lien social au sein de la ville. Et ça cultive une sorte de nostalgie. Avant, c'était mieux. Et puis, c'est les élites qui s'en mettent plein les poches en se faisant graisser la patte par ces hypermarchés qui se développent. On veut combattre la vie chère et voilà ce que ça fait. Non, mais c'est une vraie question de fond et qui est un des ressorts du Front National. Et à mon avis, pour comprendre, encore une fois, je le dis, mais pour moi, c'est quelque chose de fondamental
fondamental. Si on veut comprendre les ressorts et le développement du Front National, il faut davantage s'intéresser aux causes-effets, et les causes, elles ne sont pas forcément liées au Front National, loin de là. Voilà, il y a des causes qui sont peut-être passées un peu inaperçues, du moins c'est ce qui nous a semblé en voyant ces extraits. Le mot de la fin sur tout ce qu'on vient de voir, en termes de rhétorique justement, et de discours. Au-delà même du discours, le problème du Front National, et je pense que c'est très clair ici, c'est qu'il a deux électorats finalement. Il y a l'électorat traditionnel, historique du Front National, qui attend un front très agressif sur certains enjeux, en premier rang desquels l'immigration. Et puis il y a un nouvel électorat frontiste qui s'est bâti au fil des années, depuis 2002, 2007 et puis 2012, qui eux attendent un front capable de gérer les affaires publiques, en l'occurrence des affaires municipales. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression d'un front qui se disperse, alors qu'en réalité, ils ont une communication qui, moi, me semble extrêmement cohérente. Et David Racheline, que l'on a vu tout à l'heure, en est un très bon exemple. Dans un premier temps, on tape sur la mosquée. Et ce faisant, je donne des gages à mon électorat traditionnel. Et puis, une fois que le message a été entendu, on met ça de côté, et puis on endosse les habits du candidat parfait. On parle comme les candidats normaux, sauf qu'on le parle sans avoir été désavoué par la gestion des affaires précédentes. Une communication séquenciée qui, de facto, a été terriblement efficace. D'accord, voilà. Donc il n'y a pas de contradiction en fait, même si elles ont pu être apparentes effectivement dans ce qu'on a vu. Merci à tous les quatre pour ce décryptage. Merci à Marie Lebon et à Lorraine Boisson qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Laurent Ferré qui s'est couché tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillons-les.